Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau débat des rendez-vous majeurs. Ce nouveau débat consacré à l'enjeu de la transparence dans la communication et l'information post-accident. Nous allons échanger pendant 1 heure avec nos intervenants, mais aussi avec vous. Vous pourrez poser les questions directement sur le chat. N'hésitez pas à nous en poser, on essaiera de pouvoir en sélectionner quelques-unes. On ne pourra pas toutes les sélectionner parce que vous êtes très nombreux aujourd'hui, on a eu plus de 800 inscrits. En revanche, elles serviront au débat et à la réflexion pour les années à venir. Avant tout, peut-être qu'on peut recontextualiser en quelques mots. Ginette Vastel, vous êtes pilote du réseau risque à la FNE, donc France Nature Environnement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé, particulièrement vous, puisque c'est vous qui avez cadré, on va dire, ce débat, de parler de ce sujet? On m'entend là? C'est bon? Allez-y, oui. Quand on pense à l'accident de Lubrizol qui s'est déroulé en septembre 2019, il y a une chose qui revient tout le temps quand on écoute la population. Ça manque de transparence, on ne nous dit pas la vérité, ils ne sont pas transparents, on entend toujours ce mot. Mais quand on a dit ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Être transparent, quand la population dit qu'ils ne sont pas transparents, est-ce que ça veut dire on ne nous dit pas la vérité ou... On a un problème de son. Alors désolé, on va pouvoir reprendre avec Ginette Vastel. Alors, la question de la transparence. Alors, quand on pense à l'accident de Lubrizol qui s'est déroulé en septembre 2019, on entend toujours quelque chose qui revient. La population dit ça manque de transparence, les gens ne sont pas transparents avec nous, on ne nous dit pas la vérité. Donc, quand on dit ça, est-ce que c'est on nous cache quelque chose ou on ne nous dit pas la vérité? Ou alors, est-ce que c'est que la vérité pour la population n'est pas la même que la vérité pour le préfet ou la vérité pour l'industriel? D'où l'intérêt de réfléchir sur ce sujet afin d'avancer et de trouver peut-être des clés pour que, à l'avenir, on n'entende plus toujours ce même leitmotiv. Alors pour échanger sur ce sujet, nous avons donc 4 intervenants autour de nous. Florent Augagneur, qui est vice-président de la Commission nationale du débat public et philosophe des sciences, qui va nous parler de la transparence. Philippe Proudhon, qui est directeur des affaires techniques à France Chimie, il nous expliquera ce qu'est France Chimie. Et puis Alexandre Gelin, qui est secrétaire national du SNIM et inspecteur à l'Adréal Grand Est. Là aussi, on reviendra sur ce que vous faites et sur ce qu'est le SNIM. Peut-être sur la question de la transparence, pour qu'on puisse un peu tous partir d'un point d'égalité, si j'ai envie de dire. Florent Augagneur, qu'est-ce que la transparence finalement? Comment est-ce qu'on peut définir la transparence? Alors, d'abord, merci de votre invitation. Et puis, je remercie aussi les organisateurs, tous ceux qui œuvrent en coulisses pour ces rendez-vous majeurs qui ont extrêmement bien été organisés. Je précise aussi que je suis uniquement vice-président de la CNDP, puisque c'est un job à temps plein, une autorité indépendante qui défend le droit à l'information et à la participation du public dans l'élaboration des grands projets, mais je pense que j'aurai plusieurs fois l'occasion de revenir sur ce qu'on fait et notre activité. La transparence, pour nous, c'est extrêmement simple. La transparence, c'est la conséquence d'un droit qui est constitutionnel, qui est le droit à l'information et à la participation sur les décisions qui ont un impact sur l'environnement. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le domaine environnemental, c'est la conséquence de la décision qui doit avoir un impact sur l'environnement. Et la transparence dans ce cadre, c'est que pour que ce droit soit respecté, pour que ce droit soit effectif, pour que les citoyens, enfin le public, puisque c'est un droit qui est afféré à toute personne sans condition de citoyenneté, en tout cas dans notre pays, il faut que l'information soit accessible, que toute l'information soit accessible. Et en fait, la clé, c'est dans le mot accessible. Qu'est-ce que ça veut dire accessible? Accessible, ça ne veut pas dire publié. Ça ne veut pas dire que l'information doit être en ligne, ça veut dire qu'elle doit être intelligible, ça veut dire qu'elle doit être complète, elle doit être diffusée de manière à ce qu'elle correspond aux différents usages des publics concernés. Tout ça, ce sont différentes expressions qui nous rythment notre quotidien, mais que je pourrais développer si vous le souhaitez. Après, une fois qu'on a dit ça, la transparence, ça va au-delà. C'est-à-dire, vous avez eu l'amabilité de rappeler que
j'ai une formation de philosophie. Quand on parle de transparence, en fait, tout ça naît au XVIIIe, XIXe siècle, et ça naît principalement chez Jérémie Bentham, mais pas que. En France, il y a Benjamin Constant, et puis en Allemagne, il y a Kant, enfin, tous ces philosophes d'idées Lumière. Et la transparence a 3 fonctions depuis eux, en fait. Et ces 3 fonctions, on voit qu'elles évoluent dans le temps et qu'on en voit même les limites. C'est-à-dire la première fonction, c'est d'ailleurs la principale fonction chez eux, c'est que tous ceux qui ont lu Jérémie Bentham voient très bien qu'il insiste énormément là-dessus, c'est la lutte contre la corruption. C'est-à-dire plus il y aura de transparence, moins il y aura de corruption. On voit que c'est pas tout à fait suffisant, que la transparence est une condition probablement nécessaire mais pas suffisante, dans le sens où il faut aussi des normes et probablement des effets désincitatifs. Le deuxième élément, c'est la confiance. Alors on voit depuis le XVIIIe siècle qu'on disait qu'il fallait faire de la transparence pour rétablir la confiance. Donc comme quoi les questions qu'on se pose sont pas totalement nouvelles. Et la troisième raison, qui est la moins importante pour eux et la plus importante probablement pour nous, en tout cas pour moi, c'est, comment le formuler, la capacité de participer à l'activité citoyenne. C'est-à-dire que pour être un citoyen, il faut avoir accès à l'information. Si vous n'avez pas accès à l'information, vous ne pouvez pas être un citoyen capacitaire, comme le dit Cynthia Fleury, même si l'expression peut être confusante. Je ne parle pas de capacitaire dans le sens de la capacité de participer au débat public et de peser dans l'élaboration des décisions. Et ces 3 thèmes sont toujours constants, ils évoluent dans le temps, et on voit que le premier thème, la question de la transparence pour lutter contre la corruption, se traduit par exemple en France avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le dernier sur la capacité des citoyens de participer se traduit par la création de la CNDP et cette Haute Autorité indépendante qui défend ce droit. Sur la confiance, on pourrait revenir, mais il y a énormément de choses qui sont aussi faites également. Voilà, c'est en tout cas juste pour dire que c'est un débat qui remonte, qui a de longues origines et qui, on en voit aujourd'hui, en tout cas dans la littérature scientifique, certaines limites. C'est-à-dire, je vais juste conclure par ça, c'est-à-dire, on voit chez Jérémie Bentham que c'est la panacée, c'est-à-dire la transparence fera tout. Aujourd'hui, on voit que la transparence ne fait pas tout, elle ne se suffit pas, et que c'est pas parce que vous aurez de la transparence que vous n'aurez plus de corruption. C'est pas parce que vous aurez de la transparence que la confiance serait rétablie. Et de la même manière, c'est pas parce qu'il y aura la transparence dans l'information que les citoyens, le public, participera de manière active. Ça nécessite aussi d'autres ingrédients. Alors on va essayer de le rattacher tout de suite à un cas concret. Vous avez évoqué Lubrizol tout à l'heure. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce qui s'est passé à Lubrizol, notamment du point de vue de la transparence? Ginette Vastel. Eh bien, lorsqu'il y a eu l'accident de Lubrizol, on s'est aperçu que les gens n'étaient pas informés. D'où cette demande. Alors, quand on dit ils n'étaient pas informés en amont à ce sur quoi ils allaient être exposés si d'aventure un accident survenait. Ensuite, quand on est dans la crise, quand il y a l'accident, ils continuent à dire qu'ils ne sont pas informés. Pour autant, on voit sur le site de la préfecture toutes les informations qui sont à la disposition du préfet, c'est-à-dire, il faut quand même le préciser, quand on dit les informations qui sont à la disposition du préfet, ce sont des informations vérifiées, validées. Et pour autant, avec ce nombre d'informations, les fiches de données de sécurité, tous les rapports qui ont été faits, les gens continuent à ne pas être informés. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans une situation de crise, enfin, ça c'est mon analyse, quand vous êtes dans une situation de crise, comme celle de l'accident, vous êtes quand même angoissé de ce qui va se passer, puisque si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc du coup, on a beau vous donner tout un tas d'éléments donnés, chiffrés, ça ne répond pas à votre angoisse. Et donc, vous continuez à dire que vous n'êtes pas informé. Et c'est ce qui montre que ça se place ailleurs et qu'il faut peut-être agir ailleurs pour que ça ne se reproduise pas au moment présent quand il y a l'accident. Philippe Proudhon, ça, vous le comprenez, vous l'entendez quand Ginette Vastel dit, en fait, l'information, elle existe, mais en fait, elle est tellement pléthorique, elle est peut-être trop technique, et donc, du coup, en fait, les citoyens n'arrivent pas à s'en saisir. Alors ça, je le comprends complètement. La première chose, c'est que le temps est notre pire ennemi.
il est compté pour tous, pour les citoyens bien entendu. En fait, il faut faire un exercice avant un événement et pendant. Si on n'a pas fait cet exercice avant, ce n'est pas en situation émotionnelle qu'on va capter les informations. Après, comme tous les métiers, il y a un jargon. Alors sûrement à tort. J'ai repris un exemple qui n'a rien à voir avec le site dont on parle, mais je suis allé sur Géorisque parce que, en fait, comme dit Ginette Basset, on a tout sur Internet. Le problème, c'est que quand vous regardez, alors Céveso, c'est connu, ça va, mais après vous regardez, vous mettez IED. IED, MTD, est-ce que ça vous parle? Non, pourtant c'est bien renseigné. Après, vous avez une information sur la totalité des rubriques qui sont sur l'installation. Donc, je sais s'il y a des produits combustibles, inflammables, etc. Mais par contre, si vous regardez EUH014, qui est mentionné dans le document, c'est quoi ce document? C'est juste pour dire « réagis violemment à l'eau ». Et donc, c'est tout un tas d'informations comme ça, où on dit en termes de transparence, regardez, vous avez bien toutes les informations, sauf que ce que disait le philosophe tout à l'heure, il manque, il me semble, un mot, c'est clarté. Ça, à mes yeux, il faut mettre de la clarté. Et puis, autre chose qui manque, c'est dialogue. C'est-à-dire que ce n'est pas tout d'avoir une information sur un site, c'est bien de l'avoir, mais ça nécessite un échange pour être sûr qu'on a bien compris la même chose, voire reformuler ce qui a été dit. Pour moi, la confiance, c'est la conséquence. C'est-à-dire que si la confiance est établie, c'est qu'on a fait tout l'exercice auparavant. Autrement, il n'y a pas de confiance a priori. Alexandre Gelin, peut-être que vous souhaitiez réagir, notamment peut-être sur la clarté des informations qui sont transmises. Oui, exactement. Ce que disait M. Proudhon, c'est effectivement les données existent, l'industriel les produit pour la plupart ces données, puisque lorsqu'il y a un accident industriel, lorsqu'on fait des études, pour une bonne partie c'est produit par les bureaux d'études, par les industriels. Les services de l'État, notamment l'inspection, mais pas que, il y a aussi d'autres services de l'État qui agissent, eux ont un rôle d'analyse, de la comprendre et ensuite d'en tirer soit des actes administratifs, soit des règles administratives, voire même plus on peut parler de plans de prévention, des choses comme ça. Une fois qu'on a fait cette analyse, en fait, elle a déjà pris un temps certain aux personnes qui l'ont fait. Publier la donnée brute, puisque finalement, publier, comme disait M. Proudhon, des numéros de rubrique, des données sans avoir la capacité de les analyser, c'est juste de la publication de données. Nous, je vais prendre l'exemple de ce qu'on fait en inspection des installations classées, lorsqu'on analyse la donnée, on cherche vraiment à comprendre à quel point elle peut être pertinente pour ce qu'on cherche à protéger, les enjeux environnementaux. Donc, quand on parle de termes IED, de choses comme ça, là, on parle d'une réglementation, on a notre jargon, et l'idée, c'est ensuite de transmettre ça en acte administratif. Et même là encore, l'acte administratif, c'est un jargon. Donc, moi déjà là, je vois quelque chose en sortir, c'est la question de la vulgarisation. Puisque c'est bien beau d'avoir des données, mais qui est capable de les comprendre à part les sachants? Et du coup, qui est capable de la vulgariser si le sachant ne le fait pas? En premier lieu, c'est ce que je pourrais dire. Alors moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est que finalement, le titre de la conférence, c'est information, c'est communication ou information. Et finalement, là, ce qu'on dit, c'est que si on publie juste l'information, qu'elle n'a pas été retraitée, en fait, elle n'est pas exploitable. Est-ce que pour autant, si on rentre dans une forme de communication, on n'est plus vraiment dans une forme de transparence totale? Est-ce qu'il faut avoir peur de la communication, en gros, ou pas, Florent Gagneur? Vous mettez l'alternative entre information et communication. En fait, il faut rajouter une troisième voie, si j'ose dire, qui est la voie médium. Pas média, médium, c'est-à-dire un tiers. Un tiers qui est indépendant, qui est neutre, etc. C'est d'ailleurs complètement la raison d'être d'une institution comme la CNDP. Pour rentrer très concrètement sur le sujet, je vais répondre à votre question. Nous sommes saisis de manière obligatoire
de tous les grands projets d'infrastructure et, depuis 2016 en tout cas, enfin même auparavant mais sous d'autres formes, de différentes grandes politiques publiques, ce qu'on appelle des plans et programmes soumis à évaluation environnementale. Ce qui fait qu'il y a eu des débats publics nationaux en France sur la PPE, sur le PNGMDR. Je ne sais pas si ça vous parle, le PNGMDR, en fait, c'est le plan national de gestion des déchets de matières radioactives. Donc ce sont des sujets extrêmement techniques et on est systématiquement confronté à comment mettre au débat public, parce que nous, notre objectif, c'est d'aller toucher ce qu'on appelle le grand public, hein, c'est-à-dire le public de manière très inclusive, hein, donc le plus éloigné des sphères décisionnelles traditionnelles, on va dire. Donc comment est-ce qu'on débat du PNGMDR avec le grand public ? Alors, la première chose que l'on fait, nous, c'est que, alors ça c'est obligatoire, c'est réglementaire, hein, c'est que le maître d'ouvrage, en l'occurrence le gouvernement, le ministère de l'Environnement, établit un dossier avec l'ensemble de l'information. Et nous, on n'y connaît pas, on n'y connaît rien, enfin en tout cas nous, les commissions qui s'en occupent, et c'est tant mieux. C'est-à-dire comme ça, on relit ces documents, et tout ce qui est jargonneux, on les fait reformuler, on les fait retravailler, afin que le document, l'ensemble du document, soit accessible. Mais même ça ne suffit pas, puisque vous allez arriver avec un document de 200 pages, et qui lit un document de 200 pages. Alors certaines personnes vont le faire, c'est qu'ils vont s'intéresser directement au sujet, mais notre objectif, c'est aussi de toucher ceux qui sont concernés par ces plans et programmes, hein, enfin la PPE, la politique énergétique, tout le monde est concerné, mais tout le monde n'a pas forcément le temps d'aller étudier un rapport de 200 pages, comme vous, comme moi. On a une vie, on a des enfants le soir, ou pas forcément, mais autre chose à faire que lire ces documents. Donc on cherche d'autres moyens, d'autres canaux pour toucher ces publics et les faire de communiquer de la manière la plus neutre et détachée possible les différents enjeux. Donc ça, c'est tout ce qui touche au droit à l'information. Et ensuite, il y a une procédure participative qui s'ouvre, qui dure de longs mois, qui peut durer 3 mois, entre 4, 5, 6 mois, dans lequel, comme disait monsieur, on fait délibérer sur les différents sujets afin de creuser et d'identifier aussi quels sont les points d'accord et les points de désaccord. Agree to disagree, comme disaient les Anglais. Sur quoi est-ce qu'on est d'accord et sur quoi on n'est pas d'accord. Parce que l'objectif de ces procédures participatives n'est pas de trancher, c'est d'identifier aussi des problèmes et d'autres problèmes à partir de l'ensemble de ces éléments. Donc pour répondre à votre question, c'est la nécessité d'un tiers, quelqu'un qui est extérieur au PNGMDR, mais qui est extérieur aussi au projet d'infrastructure, hein, une instance neutre et indépendante qui fait tout ce travail. Et c'est un travail de longue haleine et extrêmement complexe. Alors la question des tiers, c'est intéressant, mais du coup, comment est-ce qu'on les implique et puis à quel niveau de transparence? J'imagine qu'il y a quand même des enjeux aussi de sûreté et de concurrence qui viennent impacter cette transparence qu'on veut donner. Comment on peut faire? Je vais donner la parole à la fois à Ginette Vastel et puis à Monsieur Proudhon pour qu'on puisse avoir une vision un peu équilibrée. Comment on fait en fait pour impliquer les tiers et en même temps leur faire comprendre qu'on ne peut pas tout divulguer, quoi? Alors, il y a quelques années, on avait dit qu'il faut faire des comités de suivi de site parce que c'était pas satisfaisant. Et donc, ça a été mis en place. Il y avait tout un tas d'organismes ou d'entités plutôt qui existaient. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? On dit oui, c'est bien, mais c'est largement insuffisant. Et pourquoi? Parce qu'on l'a normalisé. Alors, c'est animé par monsieur le préfet, et donc avec un ordre du jour qui est très, très carré, et ça se comprend. Donc l'idée, ça serait avoir une entité qui soit la même à la limite, mais plus informelle, qui pourrait être animée par la collectivité locale, pourquoi pas le maire ou un représentant, puisqu'il représente quand même les citoyens, et les citoyens qui vivent autour du site. Et je dis doublement, c'est qu'avant, les citoyens qui vivaient autour du site, c'était souvent les salariés, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Et donc les personnes qui vivent autour du site ne connaissent pas ce site-là. Auparavant, on pouvait en discuter soit au stade, soit à d'autres occasions, donc on pouvait échanger. Là, cet échange, il n'existe plus de façon informelle. Donc, avoir une entité où on peut aborder ces points-là de façon un peu plus simple et éviter le terme jargonneux, ça, je pense que c'est vraiment un effort qu'il faut qu'on fasse tous individuellement pour être sûr que la personne qui est en face le comprenne bien.
Alors après, transparence, si c'est tout mettre sur la table n'importe comment, d'abord, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Je peux vous donner des exemples à longueur et à l'infini pour vous montrer que c'est strictement inutile. Par contre, il faut que l'information qui est donnée puisse être compréhensible. Alors, après, il y a les aspects sûreté. On a connu une période très malheureuse avec des attentats. Et on s'est dit, à un moment donné, il ne faut quand même pas faciliter la vie des gens qui ont envie de nuire. Même s'ils représentent 0,01%, il n'empêche que rien que pour ces aspects-là, il faut avoir un certain nombre de protections. Donc, il y a un certain nombre d'informations qui ont été resserrées. Je rappelle aujourd'hui que vous allez sur Google Maps, vous avez des sites où vous savez exactement où sont les ateliers, etc. Si vous facilitez la vie des gens qui ont envie de nuire, ça va à l'encontre de la sécurité des citoyens. Après, il y a les aspects, je dirais, innovation. Ça, on y est un peu sensible aussi. Ça ne vous parle peut-être pas, mais pour quelqu'un qui est bien habitué, le fait de savoir qu'il y a telle substance sur ce site-là, ça veut dire qu'il a telle chimie. Donc voilà, c'est des informations où on veut être certain de ne pas se faire piller à quelques milliers de kilomètres. Ginette Vastel, est-ce que vous partagez d'abord le point de vue sur la question de la sûreté et ensuite, qu'est-ce que vous pensez de la proposition qui est faite par Philippe Proudhon ? Bon, sur la sûreté, évidemment, on ne va pas simplifier la vie des gens qui nous veulent du mal. Mais pour autant, quand on regarde l'instruction de novembre 2017, qui a été émise après 2 événements qui se sont passés sur des sites industriels, eh bien aujourd'hui on arrive, comme il y a des sensibilités d'information, donc des informations qu'on ne peut pas mettre à la disposition du public, eh bien quand vous avez un rapport, tout est grisé, quand ça a trait à des informations qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. Alors, pour comprendre un rapport avec des pages grisées, ça relève quand même de quelque chose d'un peu surréaliste. Bon. Moi, je pense que sur cette information, il n'est pas question de la faire partir, parce que de toute façon, elle avait sa raison d'être quand elle a été faite. Mais pour autant, peut-être elle peut être adaptée pour des riverains de sites, en prenant toutes les précautions, déclinant leur nom, prenant vraiment les identités, mais vraiment très, très finement, on pourrait peut-être s'en sortir. Ça, c'est pour la sécurité. Pour la confidentialité, pour le secret industriel, je suis d'accord. Il est hors de question d'aller mettre sur la place publique le secret industriel. Pour autant, peut-être qu'on pourrait attendre des industriels qu'ils ne mettent pas sous le vocable secret industriel des informations qui ne le sont pas, ce qu'on a vu déjà faire dans certaines assemblées. Et puis, pour ce qui concerne les structures qui ont été mises en place, c'est vrai que quand, après Toulouse, a été mis en place ce qu'on appelait à l'époque les ancêtres des CSS, qui s'appelaient des clics, il y avait une volonté, une vraie volonté de concertation, d'information avec les riverains après cet accident. Et puis, chemin faisant, le temps passe, l'accident est loin, et la structure mise en place, elle perd son identité. D'une structure de concertation, elle devient une chambre d'enregistrement. Mais pour autant, j'entends, il faut supprimer, il faut inventer autre chose. Peut-être c'est pas la peine de toujours inventer. On peut partir de ce qui existe. Et 2 éléments qu'il faudrait voir dans ces structures, la composition et puis son étendue géographique. Quand vous êtes à Lac, que vous avez X sites avec une CSS, c'est bien évident que ça va être compliqué pour que ce soit efficace. Parce qu'en plus, à Lac, ce sont quand même des sites industriels importants. Donc, voilà. Et puis, pour la composition, j'ai fait rire quelqu'un tout à l'heure quand je lui ai dit ça. Quand vous êtes sur un site industriel un peu important et que dans votre commission de suivi de site, je n'ai rien contre les pêcheurs, je le dis tout de suite, je n'ai rien contre eux, mais que l'association représentative est une association de pêcheurs, je doute qu'ils soient en mesure de voir les dossiers et de comprendre ce qu'il y a dans les dossiers. Bon. Donc, voilà, je pense que c'est plus à ces niveaux-là, il faudrait revoir le fonctionnement, mais pas pour autant mettre tout par terre. Et une chose importante, parce que là, on est dans l'info en amont, on est dans l'information en amont. Quand on est dans la crise
Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je suis allée le chercher dans un rapport qui a été fait par le ministère à la suite de l'accident de Lubrizol de 2013, où il conseillait de mettre en place une structure à qui on donnerait une information privilégiée et qui serait constituée peut-être de personnes émanant des CODERS, des CSS, mais surtout dans lesquelles on trouverait des ONG, des représentants des syndicats, pourquoi pas des représentants des riverains, que l'on informerait de façon privilégiée et qui, eux, seraient un relais pour redonner l'information aux riverains, puisqu'on voit que les riverains n'ont pas confiance dans les structures actuelles. Voilà. Cette question justement alors de la confiance pour... C'est la conséquence, la confiance. Hein. Ça se construit jour après jour, mois après mois, année par année, et ça se détruit en quelques secondes. Donc ça, il faut être bien conscient de ce sujet-là, et j'en suis pleinement conscient. Tout à l'heure, on disait CSS, donc comité suivi de site, pour justement éviter le jargon. Le jargon, voilà, ouais. Exactement. Vous savez, quand il y a un événement, vous avez énormément de personnes et souvent le maire invite l'industriel à présenter ce qui se passe sur son site, les événements, etc. Quand vous avez un événement un peu malheureux, vous avez salle pleine. 2-3 ans après, vous n'avez plus personne. Donc ça s'appelle la culture du risque et donc ça, il faut vraiment le construire. C'est pour ça qu'il faut des outils. Si on réinvente à chaque fois des outils, il n'y a que ceux qui les ont construits qui savent pourquoi on les a construits et quel est leur objectif, mais ceux qui sont autour, qui n'ont pas participé à cette construction-là, ils ne comprennent pas. Donc il y a une vraie volonté de pédagogie à faire, et là où je rejoins complètement Ginette Vastel, c'est qu'il faut le faire avant. Ce n'est pas pendant la crise que ça se fait, c'est beaucoup trop tard. Pendant la crise, on a à gérer une crise, des événements avec toxicité aiguë, voire différée. Donc là, il faut être tout à fait opérationnel. Si on veut construire cette culture, justement, pas de sécurité, du risque, il faut vraiment prendre le temps pour le faire. Monsieur Augagnard. Je peux rebondir sur cette question de confiance. Alors, parce que moi, je suis extrêmement surpris, de manière quasiment systématique, que quand on parle de défiance, alors c'est totalement vrai, on le constate parfaitement. Enfin, le CVPOF publie étude sur étude montrant qu'il y a effectivement une défiance, surtout envers les élus nationaux, moins entre les élus locaux. Hein. Le maire, on s'engueule avec lui, donc c'est pas tout à fait le même rapport. Et entre les élites de manière générale. Donc on va mettre un petit peu dans ce panier les experts. Voilà. Alors moi, ce qui me frappe, c'est qu'on le voit toujours dans ce sens-là. Et on voit jamais la défiance des élites envers le public. Et moi, c'est ce que j'observe au jour le jour, des commentaires de type « Oh, mais ils sont pas compétents, oh, mais ils savent pas, on va faire de la pédagogie », comme si c'était des étudiants ou des élèves, ou qu'on était en école primaire avec le public. Et parfois, on s'en rend même pas compte. On a une approche totalement condescendante. Enfin, quand je dis on, quand faut-il l'identifier, il existe une approche totalement condescendante qui fait que moi, je constate que la défiance, c'est pas tant du public envers les élites, même si je ne nie pas du tout qu'elle existe, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire les élus, les élites au sens large, envers le grand public, sa soi-disant incompétence ou même les termes qu'on utilise, les termes de pédagogie, il faut vous rendre compte ce que ça veut dire. On va faire de la pédagogie, enfin de la pédagogie c'est dans les enfants. Si on considère que les citoyens sont des adultes majeurs, on n'a pas à faire de pédagogie. Et je trouve que cette conception-là se retrouve très souvent et très rapidement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on est extrêmement en amont par rapport à la question du risque industriel. Mais très précisément, c'est en amont qu'on identifie les choses. En revanche, il y a un réflexe qui arrive tout de suite en temps de crise. Ah, c'est qu'en temps de crise, on n'a plus le temps de concerter. Alors, en temps de crise, là, le pouvoir redevient totalement vertical. Alors, on l'a vu avec le Covid, d'ailleurs. Hein. La façon dont... là, on n'a plus le temps de concerter. Là, il faut décider. Puis alors, ça remonte tout en haut, jusqu'au président de la République lui-même, qui décide tout seul parce qu'il n'a pas le temps. On est dans l'urgence, on n'a pas le temps de se concerter. On n'a pas le temps de consulter. On n'a pas le temps de diffuser de l'information, d'approfondir l'information. Alors, moi, j'ai pas fait de travaux particuliers sur ce sujet, mais j'ai une collègue qui l'a fait et qui a montré que c'était
précisément exactement le contraire qui se produit. Elle a étudié la gestion des crises en Italie après l'effondrement du pont de Turin ou d'autres, qui justement après ce dossier ont fait dans situation d'urgence, de la concertation. Et ça s'est très bien passé. Et au contraire, ça a permis justement de rétablir la confiance, etc. De la même manière, à Rio de Janeiro, il y a une des favelas qui... alors qu'il y a une tradition participative extrêmement ancrée avec beaucoup de tissus associatifs, qui a eu une réaction très différente de la reste du reste du Brésil et même du continent, on pourrait dire quasiment du monde, dès le début de la crise, en établissant des procédures participatives, de mise en place de réseaux, d'identification des problèmes, d'identification des relais, comment les traiter, etc. Et aujourd'hui, c'est une des seules favelas à Rio où il y a un taux de contamination extrêmement faible, parce qu'ils ont identifié les personnes à risque très vite, comment les isoler, en mettant en place des systèmes de solidarité. Donc, tout ça pour dire qu'il faut quand même être vigilant à ne pas entrer ou ne pas consacrer cette idée que en situation de crise, on ne peut pas participer de la même manière ou faire participer de la même manière. C'est pas vrai. Les exemples montrent que c'est pas vrai. Et être vigilant sur le fait que c'est vrai qu'il y a de la défiance envers les élites, mais la défiance se joue aussi dans l'autre sens. Alors, je voudrais juste rebondir parce que y a la question de la participation, mais moi j'entends aussi un peu collaboration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces personnes qui vont participer aux résolutions de la crise, elles apportent surtout une information, mais est-ce qu'elles participent vraiment dans la construction de la solution ? Alors, est-ce qu'elle participe vraiment ? Ça, c'est la question de la participation. Il faut prendre au sérieux le droit à l'information et à la participation qui, comme je vous l'ai dit, est dans des textes internationaux qui nous lient juridiquement, qui 2005 est dans la Constitution. Toute personne, il n'y a même pas de condition de citoyenneté, toute personne a le droit d'accéder aux informations liées à l'environnement et de participer aux décisions qui ont un impact sur l'environnement. Toute personne a le droit de participer aux décisions qui ont un impact sur l'environnement, en dehors des élections, bien entendu, donc de manière directe. Et c'est un droit qui est aujourd'hui de manière constitutionnelle. La France est allée assez loin, puisqu'elle a mis en place plein de procédures qui permettent l'exercice de ce droit, principalement sur des grands projets d'infrastructure, mais pas que. Elle a aussi mis en place une autorité indépendante qui veille à l'exercice de ce droit, et au respect de ces procédures. Elle n'est pas la seule, la France, l'Italie aussi, le Canada aussi, enfin d'autres l'ont fait, les Pays-Bas, etc. Après, je pense qu'on pourra revenir sur les solutions, les choses à améliorer. Je pense qu'il y a des pistes, à faire, mais il faut prendre ce droit au sérieux. Ce droit existe, c'est un droit constitutionnel qui évidemment est décliné en droit français de différentes manières. Une de ces lacunes, selon moi, c'est que c'est bien beau d'avoir un droit, et quand on parle de participer, on parle de participer à quoi ? On parle de participer à une décision. On ne va pas de participer à un débat ou participer à une réunion. C'est pas une psychanalyse, une procédure participative. On parle pour que ça ait un impact et une influence sur quelque chose de très concret. Alors attendez, on ne vous entend plus. Si vous pouvez juste prendre le micro d'à côté et essayer. Non, là je pense que le son a coupé. Non, alors prenez peut-être le micro de votre voisin. Je suis désolé. Voilà, on a des petits soucis de son, mais on va pouvoir continuer. Ouais, je vais finir très, très rapidement. Je disais que vous participez, donc participer à une décision qui est extrêmement concrète. C'est-à-dire, s'il y a une voie de chemin de fer qui va traverser votre maison, c'est extrêmement concret pour vous. Ou un aéroport près de chez vous, enfin bref, peu importe, je ne vais pas citer vous voyez de quoi je parle. C'est extrêmement concret. Et c'est une décision qu'on a le droit de participer et d'influencer. Et pour que tout ça se décline de manière concrète, effectivement, il faut des procédures, il faut une autorité indépendante qui veille à tout ça, mais il faut aussi des obligations du décideur. Peut-être renforcer certaines obligations du décideur afin que ce droit, qui est quand même un droit assez nouveau, qui émane du droit international, qui émane de ce qu'on appelle la démocratie environnementale. Moi, je considère que la démocratie se réinvente à partir de ce domaine de l'environnement, un peu comme les Grecs ont inventé la démocratie à partir de la question sociale. Pour qu'il soit
de plus en plus concret, mais il l'est déjà. Il ne faut pas non plus dépeindre un tableau qui serait trop négatif. Il faudrait, il me semble, alors, évidemment renforcer les moyens de l'autorité indépendante, ça, c'est presque une tautologie, mais aussi renforcer les obligations du décideur, l'obligation de prendre en compte les éléments, c'est-à-dire l'obligation de traiter tout ce qui est dit, d'étudier tous les propos, de répondre de manière complète et transparente à tout. Ça me semblerait que ça pourrait être un progrès à explorer. Alors peut-être que déjà, si on peut essayer de faire un état des lieux de justement ces espaces de dialogue qui existent entre les différentes parties prenantes. C'était une question qui a été posée par la CFDT, qui est partenaire de l'événement, et qui se demandait quels sont les espaces de dialogue qui existent aujourd'hui entre toutes ces parties prenantes. Ginette Vastel. Je voulais juste rajouter quelque chose, rebondir sur ce qu'a dit Florent, sur la condescendance qu'on a vis-à-vis du public. Quand on a fait notre enquête en 2017, c'est ressorti de l'enquête, où les gens disaient, enfin ceux qui ont été, on a interrogé tous nos mandants qui sont dans les structures publiques, comme Coder, CSS et tout ça. Et ils disaient, mais nous, ils nous reconnaissent pas. On n'a aucune reconnaissance. On peut parler, mais ça passe à côté. Donc, c'est quand même quelque chose d'important, parce que finalement, si on n'est pas reconnu dans une structure, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'y participer. Moi, ce que j'entends là depuis tout à l'heure, c'est que le dialogue est rompu, quoi. On ne peut pas dire que le dialogue est rompu, parce que attendez, moi, évidemment, ce qui me remonte, c'est tous les endroits où le dialogue est rompu. Ça, c'est vrai. Hein, bon. Mais pour autant... Voilà, mais pour autant, moi je dis, il y a quand même des endroits où les industriels, il y a des industriels qui ont su quand même mettre en place un chemin de confiance quand même. Faut quand même pas. Mais globalement, le dialogue, il est rompu vis-à-vis des sites industriels, comme il est rompu sur beaucoup de choses. Hein. On l'a vu, on le voit sur tous les... Donc non, il ne faut pas être trop négatif, mais c'est vrai qu'il y a quand même besoin de trouver des améliorations pour avoir un vrai dialogue, quoi, qui commence par reconnaître ceux à qui on adresse la parole. Florent Augagneur, est-ce que vous avez une réaction peut-être là-dessus, puis je vous donnerai après la parole. Oui, Alexandre Jola. Pardon, pas de souci. Non, on a beaucoup parlé des CSS, des commissions de suivi de site, parce que, et je reviens là-dessus, et quand on parle de dialogue rompu, je pense que c'est important. Les commissions de suivi de site, elles ont quand même été créées à une époque où on s'est rendu compte que l'information, de toute façon, n'allait pas jusqu'aux citoyens, enfin même jusqu'au public. C'était après l'accident de Toulouse. Alors il s'est passé quand même 20 ans depuis cet accident. Beaucoup de choses se sont passées. Mais aujourd'hui, les CSS, quand on regarde bien, elles cochent toujours toutes les cases de l'information, de la communication et même de la vulgarisation. Normalement, on essaie de sortir du jargon, c'est-à-dire que dans une CSS, il y a une autorité préfectorale qui mène le débat, mais il y a un industriel qui doit présenter l'état de son site. On a des services de l'État, dont l'inspection des installations classées, qui doit présenter sa vision du site par le biais des inspections qu'elle a fait et par sa connaissance du site. Et on a tout un certain nombre de collèges représentatifs pour écouter, pour poser des questions. La question qui se pose, c'est est-ce que vraiment tout ce qui est dit va au bon destinataire ? Est-ce que, effectivement, le public riverain se sent encore représenté dans ces instances ? Et là, la question est légitime. Et ensuite, est-ce que le public riverain a envie d'entendre des choses dites par une autorité préfectorale qui est aussi là pour dire, là je vous parle du risque industriel, demain je vous parlerai d'autres choses, et puis demain on va parler de la crise des migrants, et puis la crise du Covid. Donc finalement, est-ce que, on revient à cette notion de confiance en la parole publique même, est-ce que finalement, lors de ces instances, on ne devrait pas laisser entre guillemets, les sachants, alors je ne sais pas si ce terme de sachant c'est le bon terme, d'autant qu'on vient d'aborder la question de la condescendance envers le public, mais laisser les personnes qui savent expliquer les choses, apporter des choses au débat, et pour ça, sur un site industriel, qui de mieux que l'industriel avec l'inspection des installations classées. Alors quand je dis avec, ce n'est pas une collaboration, c'est sous le contrôle d'eux, pour donner ces informations, puisque qui est producteur du risque ? C'est l'industriel.
Mais l'industriel, son premier rôle, c'est pas de produire du risque, c'est d'avoir une activité. Et le risque, c'est quelque chose qu'il étudie, qu'il essaie de prévenir, et on l'y oblige à bien le prévenir. Donc, je ne suis pas convaincu non plus que le dialogue soit rompu. Par contre, je suis assez convaincu que le dialogue n'arrive pas à la bonne destination, et peut-être parce que c'est pas non plus, il n'est pas porté de la bonne manière. Mais si je reviens purement sur l'instance de la CSS, je suis assez persuadé que cette instance a une bonne raison d'être à la base. Philippe Prudon, le dialogue est rompu ou pas rompu alors? Non, je pense qu'il n'est absolument pas rompu. Bon, c'est normal, on parle des exemples qui ne fonctionnent pas. C'est un peu comme les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais on ne parle pas des 98% qui sont à l'heure. Alors, tout à l'heure, vous avez utilisé le terme pédagogie dans le sens un peu négatif. Alors, franchement, moi, quand je l'utilise, c'est très positif. C'est vraiment la volonté de quelqu'un de se faire comprendre. Trop souvent, on a dit justement qu'on parlait dans le jargon. Et ça peut donner l'impression, au contraire, que moi je sais, etc. Alors on s'aperçoit aussi que savoir, c'est quand même limité. On a vu avec la Covid-19 que même quand on entendait beaucoup d'experts, on avait du mal à se fixer une idée claire de la suite. Je pense que le CSS, l'avantage, c'est que ça existe, donc c'est formaté. Par contre, je crois qu'on est incertain à dire, bon, il faut essayer de le faire évoluer. C'est garder, mais le faire évoluer. Et côté informel. C'est pour ça que je disais une collectivité locale, qui peut mieux que le maire représenter les citoyens? Alors après, se pose la question des associations, est-ce qu'elles sont représentatives des riverains? Bon, sans faire vraiment de polémique, hein, FNE est une très grande association. Est-ce que pour autant, dans chaque village, FNE représente tous les riverains? Je ne sais pas. Mais donc, la question sera posée. Le maire, oui. Et donc, avoir une séance qui est animée par le maire et qui est à l'écoute d'un certain nombre d'interrogations, oui, c'est important. La culture du risque, ça prend du temps. Alors tout à l'heure, ça ne sera peut-être pas l'occasion aujourd'hui, mais il y a bien culture sécurité, culture du risque, hein, c'est deux choses bien différentes. Et il faut bien expliquer là aussi qu'est-ce qu'on attend de la culture sécurité, qu'est-ce qu'on attend de la culture du risque. Et il ne faut surtout pas nier ce besoin. C'est comme ça que à la fin des années 90, les maisons se sont rapprochées énormément des clôtures des usines. Et comme en face, on dit que le risque zéro n'existe pas, on s'est retrouvé avec des risques importants. On y reviendra sur la culture du risque, mais je voudrais qu'on poursuive le débat sur cette partie-là. Florent Auguegnat. Oui, excuse-moi de prendre mon micro à chaque fois. Je voudrais dire un mot sur voilà, ce que vous avez dit, là, le dialogue rompu, parce que je voudrais vraiment pas laisser penser qu'on est en train de peindre un tableau noir, parce que c'est pas du tout le cas. Je pense que tout le monde ici est au contraire parfaitement, aligné sur le fait qu'il y a eu énormément de progrès ces dernières années. Alors, moi, le point de mon message, c'était uniquement de dire, il y a des réflexes que l'on a, mais qui ne sont pas nouveaux. Enfin, je ne veux pas faire le philosophe de service, mais enfin, Socrate disait la démocratie, c'est la dictature des ignorants. Enfin, donc, c'est des réflexes qu'on a qui sont pas nouveaux. Hein. Et ces réflexes, il faut faire attention parce que voilà, c'est juste des tendances qui, en plus, en situation de crise ou en situation d'urgence, on a tendance à se réfugier dans des réflexes qui ne sont pas forcément les bons. Mais une fois qu'on a dit ça, on observe tous les énormes progrès qui sont faits, les énormes espaces de dialogue qui existent, les contre-pouvoirs aussi, les espaces de contre-pouvoir qui existent. Enfin, voilà, moi, en tant que vice-président de la CNDP qui organise ces espaces de contre-pouvoir sur le territoire, enfin, je le vois bien. C'est extrêmement vivant. Enfin, j'ai présidé l'année dernière un débat public sur l'île de la Réunion, pour le réaménagement du chef-lieu. Le tissu associatif, les riverains sont extrêmement concernés. Enfin, il y a une vivacité. Il suffit juste. Nous, on est des facilitateurs. Quand je dis nous, je parle de la CNDP. On est des facilitateurs de prise en main, d'empowerment, d'empouvoirment, pour que les citoyens s'emparent d'espaces de dialogue et de contre-pouvoir ou les créent eux-mêmes afin qu'ils puissent peser sur la décision. Et ces espaces existent vraiment partout, sous toute forme d'utilité et sous toute forme sous toutes les formes aussi, puisque tous ces espaces évidemment dépendent des territoires où ils sont. On ne crée pas les mêmes espaces de dialogue lorsqu'on fait un dispositif participatif à Roissy que quand on en fait un à l'île de la Réunion ou quand on en fait un à Rouen pour le Lobrizol. Donc voilà, tout ça pour dire que
le tissu citoyen est extrêmement vivant. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'on est en train de dépeindre un tableau négatif. Alors, on a énormément de questions pour notre débat. Donc, je vais en prendre une qui me semble intéressante dans le cadre de ce qu'on vient de se dire. Est-ce que des comités semblables à la Convention citoyenne pour le climat, organisés au niveau très local, par exemple avec des riverains tirés au sort et formés, informés, ne pourraient pas être intéressants à tester? Je pose la question peut-être à Ginette Vastel. Alors, aujourd'hui, on entend beaucoup comités citoyens, conférences citoyennes, beaucoup d'espaces comme ça. C'est vrai que ça peut apporter. Mais moi, je dis dans ce cas-là, il faut être méfiant sur l'organisation. Comment c'est fait? Il faut s'assurer que c'est bien fait. Parce que sinon, ça n'aura qu'un nom et ça n'apportera pas grand-chose. Voilà, c'est tout. Mais sinon, oui, ça peut être très bien. Alors là, Florent va répondre beaucoup mieux que moi sur ce sujet. Alors, allez-y. Allez-y. Non, touchez. Voilà, c'est bon. Il faut toucher à rien et juste parler. Alors, juste, je vais pas développer parce que je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Ginette. Le droit à la participation, c'est un droit individuel et procédural conféré à toute personne. Les conférences citoyennes, c'est de la représentation autocratique, c'est-à-dire c'est une autre forme de représentation non élective. C'est pas exactement la même chose que la participation citoyenne dans le sens du droit, tel qu'il est développé en droit interne. Sur les conférences citoyennes, alors Ginette a parfaitement raison. Mon collègue Loïc Blondiot, il n'y a rien de pire que des conférences citoyennes mal organisées parce qu'elles vont juste faire quoi? Décrédibiliser celles d'après. Et pour qu'une conférence citoyenne soit bien organisée, il faut plusieurs choses qui sont parfaitement identifiées aujourd'hui. Des conférences citoyennes dans le territoire, il y en a à peu près partout. Alors celle sur le climat est la plus connue parce qu'elle était au niveau national et que c'est pas la seule au niveau national. Mais c'est surtout qu'elle avait un portage politique tel que les projecteurs étaient dessus. Si vous faites une conférence citoyenne et que vous avez un ministre à chaque fois que le président de la République vient tout le temps et qui dit qu'on s'en fiche ce que vous allez faire, forcément ça met les projecteurs sur le dispositif et c'est tant mieux. Sur l'organisation, alors il y a plein de personnes beaucoup plus compétentes que moi qui ont travaillé dessus, mais il y a au moins un comité de pilotage ou un organisateur ou un garant ou des garants indépendants évidemment du décideur, des engagements du décideur qui soient parfaitement clairs dès le début et respectés à la fin, ce qui n'est pas forcément toujours le cas aussi, on l'a vu, et un mandat clair. Un mandat quel type de production est attendu, sur quel sujet, sur quel champ. Ces trois éléments devront être parfaitement respectés pour que les conférences citoyennes soient utiles. Alors il en existe beaucoup sur le territoire. Nous, à la CNDP, on en a fait, toujours dans le cadre d'un dispositif parfaitement plus large, puisque, comme je vous l'ai dit, les conférences citoyennes en tant que telles, c'est pas vraiment du droit de la participation tel qu'il est inscrit dans la Constitution, mais ça peut être des choses parfaitement utiles, notamment pour produire ou pour arriver à des éléments conclusifs. Alors, est-ce que finalement, il n'y a pas nécessité à réorganiser aussi cette transparence à travers quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on pourrait s'inspirer, je ne sais pas, d'autres secteurs comme le nucléaire, par exemple? Je pose la question à Alexandre Gelin, parce que je crois que vous avez... Alors, le nucléaire, c'est un sujet intéressant, puisque c'est une autre part de l'industrie nucléaire, qui est éminemment sensible à tous les points de vue, pour les risques qu'elle représente, mais aussi pour la stratégie que ça représente au niveau de l'État. Il y a de cela encore un peu plus de 15 ans, le contrôle de l'industrie nucléaire était réalisé par une entité qui était jumelle de l'inspection des installations classées, donc qui dépendait directement du ministère de l'Industrie à l'époque. Et on a décidé à l'époque, en raison du conflit d'intérêts que représente l'État avec l'industrie nucléaire, de séparer le contrôle. On a créé l'autorité de sûreté nucléaire. Et cette autorité de sûreté nucléaire, on ne lui a pas seulement donné comme mission le contrôle et réglementer, on lui a aussi donné la mission d'informer. Alors, et elle le fait. C'est-à-dire qu'il vous suffit d'aller sur le site internet de l'ASN, il vous suffit d'aller... principalement le site internet, puisque c'est le premier média d'information de l'ASN, mais elle fait aussi des communiqués qui sont relayés dans la presse. Et ce site-là vulgarise énormément.
donne beaucoup d'informations. Le rapport de contrôle d'un inspecteur de l'ASN est vulgarisé pour être compris, puisque dès le contrôle, on sait que ce rapport sera à la disposition du public. Aujourd'hui, vous prenez le même exemple côté installation classée. Il y a eu des exercices de fait sur la publication des rapports. Madame Vastel en a parlé aussi, des rapports sur lesquels on demande la publication, mais on n'a pas toutes les informations qu'on espérait voir. Alors, c'est sûrement appelé à évoluer. Mais aujourd'hui, l'inspection des installations classées, qui est sous l'autorité du préfet, n'a pas ce pouvoir-là, de communiquer directement. Si on veut qu'elle puisse faire une communication de vulgarisation, on est obligé de réinventer sa place. Ça peut être une piste. Ce qui est sûr, c'est quand on fait le parallèle avec l'ASN, c'est qu'à l'origine, on a une même structure, on a fait une séparation pour d'autres raisons, on a les mêmes ingénieurs, les mêmes techniciens qui travaillent dedans, c'est la même structure à la base. Donc, finalement, c'est un bon modèle d'inspiration. Je ne dis pas que c'est le parfait modèle, mais il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut s'inspirer. Et dans le domaine du nucléaire, on a aussi l'équivalent des CSS, on a aussi l'équivalent de toutes ces instances-là. Et j'ai quand même l'impression que dans le nucléaire, alors, il y aura toujours des critiques, mais la confiance en la parole qui est donnée à l'information, enfin, la confiance dans l'information qui est reçue par chacun est un petit peu plus grande que dans d'autres domaines. Et parce que c'est un effort que la France a fait depuis maintenant plusieurs années. Alors, est-ce qu'il faut créer une autorité de la sûreté industrielle ? Alors, il y a une grosse différence entre le nucléaire et les installations classées classiques. C'est que le nucléaire, c'est l'État à la fois exploitant et contrôle. Et donc là, c'était vraiment majeur, il faisait tout. Dans le cas des installations classées pour l'environnement, ça n'a rien à voir. Il y a une multitude d'entreprises privées qui sont exploitants, et il y a un corps en face qui sont représentés par les inspecteurs DREAL qui sont en charge de les inspecter, de les suivre et à la limite de tirer les oreilles si ce n'est pas satisfaisant. Bon. Donc ça c'est le premier point. Vulgarisation, ça je crois que c'est absolument indispensable. Et moi je rejoins ce que disait Ginette Vastel, ça doit être extrêmement désagréable de recevoir un document qui est grisé. Moi je milite pour qu'il y ait deux documents. Un document pour l'ADREAL qui a la technicité pour dire ah oui, je sais ce que c'est que le dérivé terpinique 1-méthyl 4-propane. Mais bon, ça honnêtement, c'est incompréhensible pour le citoyen que nous sommes tous à un moment donné. Et donc il faut le remplacer par c'est un produit limonade. Donc ça, cette vulgarisation, oui, il faut le faire. Je milite une fois de plus pour avoir deux documents. Un document qui soit vulgarisé, accessible au public, et puis un document pour l'administration qui, elle, bien entendu, a toutes les compétences pour nous challenger, nous dire ça on ne comprend pas, ça c'est pas suffisant, et expliquez-nous le pourquoi du comment. On a énormément de remarques sur l'organisation du dialogue. Il y a beaucoup d'internautes qui nous parlent des CSS notamment. Voilà, on sent vraiment que cette question des échanges est vraiment importante, et de la communication en amont semble vraiment cruciale. Pour autant, il faut qu'on avance sur le débat. Du coup, je voudrais parler un petit peu de la culture du risque et versus la culture de la sécurité, parce qu'il faut bien, je pense, aborder les deux. Est-ce qu'il y a on va revenir sur ce mot qui malheureusement du coup va nous poursuivre pendant tout le débat, c'est la question de la pédagogie. Est-ce que voilà, cette culture du risque, vulgarisation aussi, c'est intéressant de réfléchir au mot vulgarisation. Par rapport au sens commun, oui, c'est vrai. Mais voilà, effectivement, est-ce que cette culture du risque, elle est indispensable, et comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte qu'elle soit équilibrée avec une certaine culture de la sécurité ? Ginette Vastel, peut-être ? La culture du risque, nous, à France Nature Environnement, on milite depuis des années pour dire qu'il faut remettre la culture du risque. Parce que là, on voit après Toulouse, ça faisait partie des piliers de la sécurité, la culture du risque. Donc, on accordait une grande importance. Bon, au fur et à mesure du temps, on voit que ça disparaît. Mais, alors, qu'est-ce que c'est la culture du risque ? C'est savoir à quoi on est exposé et la vulnérabilité, c'est-à-dire si on est très exposé ou pas beaucoup exposé, et puis adopter les bons gestes si d'aventure l'accident se produit. Je simplifie, mais globalement, c'est ça.
par rapport à la culture sécurité, qui, elle, pour moi, est totalement différente. Moi, je parle de culture sécurité, c'est l'industriel. La culture sécurité, c'est ce qu'on met, ce sont les barrières de sécurité, c'est tout ce qu'on met en place dans l'industrie pour que l'accident ne se produise pas, ou s'il se produit, qu'il ait les conséquences les moindres possibles. Donc, les deux sont différentes. Mais pour ce qui est de la culture du risque, si aujourd'hui on veut développer la culture du risque, c'est ce qui se passe en amont d'un accident. Moi, je dirais... Alors, est-ce que je vais tout de suite sur ce qu'on pourrait faire pour la développer ? Oui, allez-y. ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait se poser la question, parce que quand on est en amont, on a le temps quand même de faire des études. Donc, on pourrait se poser la question de... à qui je m'adresse quand je donne des informations. Parce que quand on s'adresse à un jeune de 15 ans, on ne parle pas de la même façon que quand on parle à une personne de 60 ans. Donc déjà, on pourrait déjà se poser la question de savoir qui y a-t-il autour du site et voilà, comment je vais... Parce que quand on va avoir fait ce travail-là, on va trouver les canaux. Avec quoi, qu'est-ce que j'utilise pour développer mon information. Parce que quand on est chez des jeunes de 14 ans, on ne va pas faire de la communication écrite, 80 pages à lire sur l'information. Donc moi, je pense qu'il y a déjà tout ce travail-là à mettre en place, car ça pourrait, ça permettrait de développer et de démarrer très tôt, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre en place quand même relativement facilement, c'est l'école. Moi, je l'ai utilisé, ça, dans un autre monde dans lequel je travaillais, qui était les produits dérivés du sang. Eh bien, on a fait un travail avec les enseignants. C'est pas si facile que ça à mettre en place, mais c'est possible. Et l'intérêt de travailler sur l'école, c'est que le gamin, quand il rentre le soir à la maison, il raconte à ses parents ce qu'il a fait dans la journée. Donc, on sensibilise un peu les parents aussi. Donc là, ce serait tout, pour moi, c'est des choses à mettre en place. Et puis après, je pense qu'en s'inspirant du nucléaire, moi, il y a une chose qui m'est venue en s'inspirant du nucléaire, c'est peut-être de rendre le citoyen acteur, pour le mobiliser un peu, On peut faire, dans le cadre... Parce que, par exemple, le citoyen, dans le cadre du nucléaire, il fait des mesures. On peut les entraîner à faire des mesures de radioactivité. Eh bien, nous, on pourrait, autour des sites qui relarguent des produits, par exemple des produits soufrés ou tout ce qu'on veut, on pourrait apprendre aux riverains à utiliser des capteurs. Alors là, on ne part pas sur de la technique élaborée, hein. On ne part pas sur des capteurs très, très sensibles et difficiles à utiliser, mais ce sont des capteurs qui permettent, quand les gens les utilisent, de voir des différentiels. Pas forcément la mesure à la virgule près, mais des différentiels. Et quand vous rendez les gens acteurs et que vous tenez compte de ce qu'ils vous disent, parce que si tout le monde s'en moque, ça ne fera pas grand-chose, vous allez les mobiliser, les gens. Parce qu'ils font quelque chose. Tout à l'heure, dans l'autre débat, j'ai entendu qu'il y avait de la concertation quand on faisait du PPRT. Bah oui, parce que quand on fait du PPRT, tout le monde a son intérêt dans le PPRT. Donc, du coup, on est acteur. Moi, là, les gens, je pense, les riverains, ils se sentent délaissés, quoi. Bon, leur avis ne sert pas à grand-chose. Si on les rend acteurs, ils seront mobilisés. Donc ça développe aussi la culture du risque. Hein. Tout ça, c'est pas la culture du risque. Et puis mon deuxième cercle, dont je vous ai déjà parlé, à créer pour avoir un intermédiaire pour pouvoir transmettre de l'information. Alors, on a parlé des intermédiaires, mais finalement, il y a aussi la possibilité, tout simplement, on parle énormément aujourd'hui de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. La responsabilité sociétale, c'est aussi d'être inclus dans sa société, dans la société, donc, dans l'environnement dans lequel on est. Finalement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lien direct entre les industriels et les riverains ? Pourquoi est-ce que les industriels, par exemple, ne viendraient pas soit dans les écoles, soit se présenter aux portes des maisons pour expliquer ce qu'il en est, quoi, tout simplement ? Alors, c'est une bonne remarque. Culture sécurité, culture du risque, c'est complémentaire. Culture sécurité, je rappelle, c'est 3 piliers. Un, très technique, avec les barrières, les phénomènes dangereux, bon, c'est l'aspect technique. Le deuxièmement, c'est le management. Comment l'exploitant a un bon management pour s'assurer que ça tient la route. Et le troisième volet, c'est tous les aspects organisationnels.
que ce soit individuel ou collectif. Ça, c'est vraiment la pyramide sur ces 3 piliers. Et puis, il y a la culture du risque qui est importante, c'est quand même dire aux citoyens, si malgré tout ce qui est fait, il y a quand même un risque résiduel, comment il faut s'organiser. Et là, par exemple, les industriels, là c'est réglementaire, hein, notamment pour les sites Seveso seuil haut, doivent rédiger une plaquette pour dire, voilà, vous serez alerté de telle façon et voilà les consignes qui sont à faire. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que quand vous recevez une plaquette dans votre courrier, bon, dans la pile du courrier, peut-être entre 3 publicités et puis 2 programmes de télé. Et puis elle s'enfonce, peut-être qu'un jour je vais la lire, mais voilà, j'en ai pas besoin. Et donc, c'est ces aspects-là. Et c'est pour ça que la mairie est un bon endroit. Alors, quelquefois, c'est les mairies, parce qu'il peut y avoir plusieurs mairies mentionnées. Il y avait une époque, les S3PI, hein, qui pouvaient être aussi activés pour essayer de faire passer un certain nombre de messages. Il faut recréer. C'est pour ça que quand je parlais du dialogue, si on ne crée pas ce lien et qu'on attend juste du numérique, d'avoir à me connecter sur un site et aller voir les informations, il y aura un manquement. Et là, je rejoins cette partie. Il faut faire preuve de pédagogie, mais pas dans le sens je dénigre la personne qui est en face de moi. J'essaie de lui faire comprendre, 1, mon métier, 2, le risque résiduel, et 3, comment il faut faire pour se protéger. On aurait pu peut-être rebaptiser le débat autour de la pédagogie, du coup. On va, alors là, on a presque fini le débat. Du coup, je vais proposer à chacun d'entre vous, en une phrase, de me sortir un peu l'idée forte qu'il souhaite retenir du débat et qu'il souhaite transmettre à la fin de ce débat. Je commence. Oui. Je ne sais pas si c'est une idée forte. Je suis désolé parce que je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais moi, il me semble qu'on n'a pas totalement abordé aussi. C'est pas du tout populaire de dire ça, mais la question des moyens, qui pour moi est extrêmement important, puisque toutes nos institutions se sont vues démultiplier les responsabilités, les fonctions et la baisse des effectifs. À un moment, nous, à la CNDP, par exemple, nos activités ont été multipliées par 7 depuis 2017. Voilà. Pourtant, le reste est resté à peu près pareil. Je sais que les inspecteurs ont vu leur effectivité baisser. Enfin, à un moment, il faut mettre les moyens là où on veut que les choses progressent. Et le deuxième élément sur lequel je voulais aussi rebondir, c'est que vous avez parlé d'une autorité ou d'une autorité. Alors, moi, il me semble que, de toute façon, je ne vais pas le dire le contraire, puisque j'ai publié un rapport avec Chantal Journeau sur le sujet il y a 2 ou 3 ans, que oui, il est indispensable de créer une haute autorité de l'environnement, qui pourrait d'ailleurs partir de la CNDP. Enfin, moi, je suis totalement ouvert à discuter, à ce que la CNDP, le rapprochement avec l'autorité environnementale, qui sont des institutions où on est sur le même champ. Peut-être que ça permettrait aussi de renforcer, ce serait une rationalisation certes, mais ça permettrait aussi de renforcer à la fois la visibilité, la lisibilité, parce que là, il y a différents acteurs qu'on a du mal à voir et à maîtriser. Après, il faut être extrêmement vigilant sur parce que je sais que le gouvernement a confié à une députée, Madame Muchotti, le soin d'étudier la possibilité. Il faut être extrêmement vigilant à quels sont les pouvoirs que l'on donne à cette institution pour qu'elle soit effective. Sinon, donc, mot de la fin. Oui, enfin... que la transparence est une condition nécessaire mais pas suffisante, peut-être. Très bien. Monsieur Prudon. Difficile de rebondir sur une telle déclaration. Mais alors, pour être plus concret, peut-être je vous soumets 2 idées. Vous aurez compris, la première, c'est élargir le comité suivi de site à une séance informelle animée par les collectivités locales. Et puis la deuxième idée, j'invite FNE, peut-être sur la base de documents qui existent déjà sur les sites géorisques, comment on traduit en mots intelligibles quelque chose qui peut être compréhensible de tous. Voilà, sous forme d'expérimentation. Alors, Genèse Vastel, tu reviendras par Alexandre Gelin. Moi, je voudrais qu'on retienne juste une chose, c'est peut-être faire confiance plus aux citoyens. Et puis, parce que si on fait plus confiance aux citoyens, tout est un peu plus simple quand même, plus simple. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a en France depuis très très longtemps. On veut toujours rassurer le citoyen. On veut toujours rassurer le citoyen. Et toujours rassurer le citoyen, ça veut dire que, bien, de temps en temps, on a une information un peu limite quand on veut toujours rassurer le citoyen. Moi, je dis à l'inverse, on fait confiance au citoyen. C'est un adulte. Il est capable d'entendre « je ne sais pas ». Ça, il est capable de l'entendre. Alors, il faut être capable de le dire. Voilà. C'est ça que je voudrais qu'on retienne, parce que je pense que si on clarifie ça, on arrivera à des choses
plus simple. Alors, Alexandre Jolin, vous avez la lourde tâche de donner le mot de la fin. Ça ira. Non, si on devait retenir deux choses, donc moi je trouve que dans le débat, on a posé beaucoup de constats et il y en a un qui pour moi ressort énormément, c'est cette histoire de vulgarisation, de comment transmettre des données dont nous sommes tous, on les possède tous, mais comment faire en sorte qu'elles atteignent la bonne cible. Donc cette question de vulgarisation. Et c'est une question qui a été abordée vraiment finalement très peu, alors qu'elle me tient presque à cœur, c'est cette question de l'autorité des sites industriels. Il y a quelque chose à explorer de ce côté-là, c'est clair. Il ne faut pas mal l'explorer. C'est-à-dire qu'il y a eu des propositions de loi qui ont été faites en ce sens depuis Lubrizol. Il ne faut surtout pas finir avec un contrôle des installations industrielles à deux vitesses. Il ne faut pas que d'un côté, on concentre tous les efforts sur un type de risque pour, au final, laisser passer d'autres risques qui sont beaucoup plus proches des citoyens, finalement. Alors, vous l'aurez compris, c'est un débat qui est très riche et d'ailleurs, on est sorti un peu du cadre de ce qu'on avait prévu, mais moi, je trouve que c'est plutôt enthousiasmant et ça nous a permis de bien explorer la chose. Merci à tous d'avoir participé à ce débat, à la fois sur Internet et puis ici avec nous. Je vous souhaite une très bonne après-midi et puis à très bientôt pour le prochain débat. Merci beaucoup.